Il suffit d'imaginer, juste, l'espace d'un instant, le bâtiment principal d'une administration locale. Mhm. Le genre d'endroit très officiel, avec des colonnes, des bureaux, le lieu même où l'on vote les lois locales, les budgets. Vraiment, l'incarnation du droit civil, quoi. Ouais, le symbole démocratique par excellence. C'est ça. Et puis, du jour au lendemain, on vide complètement ces bureaux de leurs dossiers. Et à la place, dans la cour intérieure, au vu et au su de tous, on vient déposer d'énormes conteneurs d'expédition en métal. Ah oui, Des trucs hermétiquement scellés pour y enfermer des civils et des journalistes. c'est une image terrifiante. Et le pire, c'est que ce basculement cauchemardesque, ce n'est pas du tout une fiction dystopique, c'est la réalité physique, crue et surtout très bien documentée de ce qui se déroule en ce moment même à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est une transformation vraiment sidérante des espaces publics. Hmm. Parce qu'on prend l'architecture même de la démocratie locale et on la convertit en un instrument de répression d'une brutalité complètement inouïe. Ouais. Et pour bien comprendre toute la mécanique derrière cette occupation urbaine, notre analyse d'aujourd'hui, elle s'appuie sur les révélations d'une enquête extrêmement fouillée de l'organisation Reporters sans frontières. Un RSF, ouais. Exactement, RSF. Une enquête qui a été publiée ce mardi 24 mars et qui a été longuement relayée et détaillée par le journal Le Monde. Alors, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est vraiment dense. Mhm. Ce rapport, il se penche très précisément sur la capture de cette ville de Goma en janvier 2025, une capture par l'Alliance Fleuve Congo et plus particulièrement par le groupe armé du mouvement du 23 mars, le fameux M23. Oui, le M23 qui est soutenu par le Rwanda, selon les sources rapportées par Le Monde. Tout à fait. Mais avant même de disséquer ce qui se passe à l'intérieur de ces fameuses boîtes en métal, il me semble vraiment crucial de poser un contexte de base. Parce que Goma, ce n'est pas juste un point aléatoire sur une carte. Ah non, pas du tout. C'est une métropole absolument stratégique. C'est même un point de bascule en fait. Un point de bascule géographique, politique et économique majeur pour toute la région. Mhm. Pour te donner une idée, Goma, c'est une agglomération tentaculaire d'environ 2 millions d'habitants. 2 millions, c'est énorme. C'est massif et c'est niché sur les rives du lac Kivu, juste à la frontière rwandaise. En fait, c'est le centre névralgique par lequel transitent les richesses minérales de l'Est de la RDC. Ouais. Mais aussi l'aide des organisations humanitaires internationales et bien sûr les capitaux de toute la zone. Donc, quand un groupe armé comme le M23 s'empare d'une ville d'une telle envergure, il ne remporte pas juste une simple victoire militaire face à l'armée régulière, quoi. Non, il doit soudainement administrer la ville. C'est ça, contrôler, dominer des millions de civils du jour au lendemain. Exactement. Et c'est là, précisément là, que la gestion de l'espace urbain et institutionnel, ça devient une arme politique redoutable. Parce que d'habitude, quand on observe une force rebelle qui vient de s'emparer d'une grande ville, la logique militaire classique la plus basique, elle voudrait qu'elle installe son commandement, je sais pas, dans une caserne existante. C'est ce qu'on voit souvent, oui. Un peu en retrait, tu vois, pour se protéger des représailles, ou alors qu'elle se barricade en périphérie. Mais là, l'enquête de RSF, elle montre que le M23 fait un choix très, très différent. Un choix délibéré et même assez spectaculaire. Ah oui, ils vont s'installer directement dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. C'est dingue, c'est une sorte de parasitage institutionnel en fait. C'est un peu comme une OPA hostile et hyper violente sur la démocratie. C'est une très bonne analogie. On ne se contente pas de prendre la ville. On vide physiquement les bureaux des législateurs, on jette les archives pour transformer l'édifice officiel en centre de détention. Ce qui est fascinant, si on regarde la situation dans son ensemble, c'est que l'utilisation et la confiscation des bâtiments symboliques en temps de guerre, ça a toujours eu une fonction d'écrasement psychologique. Historiquement, planter son drapeau sur le palais présidentiel ou sur l'Assemblée législative, ça sert à signifier de manière très visuelle que le pouvoir a changé de main. Ouais, on marque son territoire, quoi. Voilà. Sauf que le M23, là, il pousse cette logique beaucoup plus loin. En choisissant d'installer un centre de détention à ciel ouvert carrément dans la cour de l'Assemblée provinciale, le message qui est envoyé à la population y franchit un cap de terreur assez radical. Attends, juste pour être sûr de bien saisir la nuance ici. Parce que prendre le contrôle du bâtiment, on comprend la logique de victoire. Mais y installer délibérément des prisons à la vue des passants ou même des fonctionnaires qui restent,
C'est une volonté d'effacer l'idée même que le droit existe encore, non? Exactement. C'est vraiment la destruction de l'espoir institutionnel. Waouh. Il faut se mettre à la place d'un habitant de Goma quand il réalise que le lieu qui a incarné la représentation civile, l'endroit même qui était censé le protéger par des textes de loi, Ouais. est devenu la source physique des exactions. La terreur, elle s'implante d'une manière incroyablement profonde. Bien sûr. Parce qu'on intègre immédiatement qu'il n'y a plus aucune instance à qui faire appel. C'est ça. Plus aucun juge, plus aucun tribunal. L'institution protectrice a littéralement muté en bourreau. Et ça, c'est une technique de paralysie psychologique massive. L'occupant, il n'a même plus besoin de poster un soldat armé à chaque coin de rue, en fait. Non, puisque le bâtiment le plus officiel de la ville, à lui tout seul, irradie une terreur absolue. C'est l'impact psychologique sur la population est vraiment glaçant. Mais je te propose qu'on plonge maintenant dans la réalité physique de cette occupation. Parce que c'est là que les détails rapportés par RSF et Le Monde deviennent proprement insoutenables, en fait. Oui, on entre dans le cœur du sujet. On parle de ces fameux conteneurs métalliques d'expédition, ceux qu'on a tous l'habitude de voir, tu sais, empilés sur les quais des ports de commerce ou sur des trains de marchandises. Les grands conteneurs maritimes, ouais. C'est ça. L'enquête indique que plusieurs de ces boîtes d'à peine 10 mètres carrés ont été déposées dans la cour de l'Assemblée. Et pour bien se représenter ce que cela signifie spatialement. Parce que 10 mètres carrés, des fois, c'est abstrait. Mais 10 mètres carrés, c'est la surface exacte d'une petite place de parking standard. C'est minuscule. C'est l'espace délimité par des lignes blanches pour garer une seule petite voiture, quoi. Ouais, c'est un volume qui est extrêmement restreint et surtout qui est conçu par l'industrie mondiale du fret pour stocker des biens inertes. Du matériel, des produits de consommation, des choses comme ça. Pas des humains. Exactement. Ce sont des boîtes hermétiques qui sont faites pour résister à l'eau de mer. Elles ne sont absolument pas faites pour abriter la vie humaine et encore moins pour permettre une quelconque régulation thermique. Ni même respiratoire, du coup. Surtout pas respiratoire. Et pourtant, l'investigation, elle rapporte que des prisonniers, parmi lesquels des civils et des journalistes, y sont entassés, et je cite les mots du rapport, par dizaines. Ouais. Une dizaine, 2 dizaines de personnes, debout ou accroupies sur l'équivalent d'une place de parking et enfermées derrière de lourdes portes blindées qui sont verrouillées de l'extérieur. Et le rapport de RSF précise un détail technique qui est décisif là-dedans. Ces structures ne possèdent aucune fenêtre. Zéro fenêtre. Aucune grille d'aération notable et par conséquent aucune source de lumière naturelle. C'est là que ça devient vraiment terrifiant. Parce que quand on essaie de concevoir une telle scène d'un point de vue purement physiologique, la question qui s'impose tout de suite, c'est comment est-ce que la survie biologique est ne serait-ce que possible là-dedans, sans une suffocation immédiate? La réponse brute qui émane de l'analyse de ce type de détention, c'est que la survie elle est maintenue de justesse, vraiment sur le fil du rasoir. Ouais. Et que, bien souvent, les organismes finissent par céder. D'ailleurs, RSF indique que plusieurs personnes auraient trouvé la mort dans ces conditions selon leur enquête. C'est épouvantable. Et pour comprendre l'ampleur de cette méthode répressive, il faut analyser la physique élémentaire de cet objet. Un container maritime, c'est généralement fabriqué en acier Corten. Ok, et ça change quoi, ce type d'acier? Eh bien, ce type de métal agit comme un conducteur thermique implacable. À Goma, le climat sous le soleil équatorial, ça peut transformer cette boîte métallique en un véritable four en plein milieu de l'après-midi. Ah oui, j'imagine la chaleur à l'intérieur. C'est intenable. Et à l'inverse, dès que la nuit tombe et que les températures s'effondrent, l'acier devient complètement glacial. Donc, en fait, avant même qu'un garde ne touche à un prisonnier ou ne lève la main sur lui, la simple boîte métallique, elle fait tout le travail de torture physique. C'est le cœur même du dispositif. Et à ces chocs thermiques, il faut ajouter la densité humaine. Bah oui, par dizaines, comme on disait. Des dizaines de corps collés les uns aux autres, ça génère une chaleur corporelle continue, une humidité moite étouffante, et surtout, ces corps consomment frénétiquement le peu d'oxygène qui est piégé dans cet espace hermétique. Donc, on est face à ce qu'on peut appeler une torture passive ou structurelle. L'architecture même de la détention est l'outil de torture. Et ça, c'est sans parler de l'obscurité. Exactement. Il y a la privation sensorielle. L'enfermement dans l'obscurité totale, ça abolit absolument tous les repères. Ouais, le cerveau n'a plus rien à quoi s'accrocher. Sans accès à la lumière du soleil, le cerveau humain perd très rapidement la notion des cycles circadiens. Les prisonniers ne savent plus s'il fait jour, s'il fait nuit, ni depuis combien de temps ils sont là. Et j'imagine que cette privation-là, couplée au manque constant d'air, ça doit induire une détresse psychologique foudroyante. C'est une attaque directe contre la sanité d'esprit de l'individu, oui. D'ailleurs, l'article du Monde, il cite le témoignage direct d'un survivant et ça résume cette horreur absolue en quelques mots.
Cet homme qui a enduré plusieurs semaines de détention dans ces conteneurs a déclaré, je cite, « Cet endroit, c'est la vallée de la mort. Pas de visite, aucun traitement digne de l'être humain et des tortures quotidiennes. » Hmm. La vallée de la mort. Entendre un survivant utiliser ce terme presque biblique pour décrire une simple cour de bâtiment administratif, je trouve que ça donne toute la mesure du calvaire. Cette désignation terrible, elle valide complètement l'intentionnalité derrière ce dispositif. Utiliser un objet aussi banal qu'un conteneur issu du fret, ce n'est pas un simple hasard logistique. Ou juste parce qu'il manquait de place dans les prisons normales, tu veux dire. Voilà, ce n'est pas un palliatif. Le M23 contrôle toute la ville. Ils auraient très bien pu réquisitionner, je sais pas, de vastes entrepôts aérés, des écoles vides ou même une vraie maison d'arrêt. Ouais, l'espace, c'est pas ce qui manque, hein. S'ils choisissent spécifiquement ces boîtes métalliques aveugles, c'est pour leur capacité intrinsèque à broyer l'humain, à le déshumaniser en le traitant de façon littérale comme une cargaison dont on peut disposer à loisir. C'est vraiment glaçant. Et d'ailleurs, ça m'amène à un point de l'enquête qui soulève de vraies questions sur les cibles de cette répression. Tout à fait. Parce que parmi les personnes jetées dans cette vallée de la mort, RSF confirme la présence d'au moins 2 journalistes locaux. Alors, ils ont heureusement été libérés depuis, d'après les sources. Oui, c'est ce que rapporte le texte. Mais avec un peu de recul, moi je me pose une question. Le M23, ils viennent de réussir une opération militaire colossale. Ils tiennent une métropole stratégique, ils affrontent les forces armées régulières de la RDC, ils gèrent une logistique militaire immense pour maintenir l'ordre. Oui, les enjeux sont massifs pour eux. Voilà. Face à des enjeux géopolitiques aussi écrasants, pourquoi se donner la peine de traquer, d'enfermer 2 journalistes de la presse locale? Qu'est-ce qu'une caméra, un micro ou même un stylo face à une armée d'occupation qui est en position de force absolue? C'est une excellente interrogation. Et en fait, ça touche à la nature profonde des guerres asymétriques et surtout à la guerre de l'information. Ah, la guerre de l'information. Ouais. Dans les conflits contemporains, remporter la bataille militaire sur le terrain, ce n'est vraiment que la première étape. Ok, Si une force occupante perd la bataille du récit narratif, son occupation devient très rapidement intenable, que ce soit sur le plan local ou sur la scène internationale. d'accord, je vois. Et l'article précise explicitement que ces journalistes ont été arrêtés après avoir publié des contenus éditoriaux jugés critiques par le M23. Pour un groupe armé qui cherche à asseoir une autorité ou simplement à masquer ses méthodes de répression, une information factuelle et indépendante qui fuite vers l'extérieur, c'est perçu comme une menace existentielle de tout premier ordre. C'est fou. C'est fascinant de voir que l'information indépendante, elle est considérée presque comme un explosif. Un truc qui menace directement l'illusion du contrôle légitime. C'est ça. Donc contester la version officielle de l'occupant, c'est devenu aussi dangereux que de pointer un fusil d'assaut sur lui. Souvent, l'information s'avère bien plus percutante, en fait. Imagine si des journalistes locaux, des gens qui connaissent parfaitement le terrain et les habitants, commencent à publier des rapports détaillés sur les extorsions, sur les violences arbitraires, Ouais, ou même sur l'existence de cette cour de détention en plein centre de Goma. Ça détruit instantanément l'image d'ordre et de pacification que l'Alliance Fleuve Congo pourrait tenter de projeter à l'extérieur. Donc l'arrestation de ces 2 journalistes et leur transfert dans ces containers, ce n'est pas juste une réaction épidermique d'un commandant un peu zélé. Non, c'est une stratégie de dissuasion froidement calculée. Une manière de faire taire tout le monde par procuration, en gros. Exactement. Le but, c'est de créer un effet de sidération et de silence. Ouais. En plaçant des figures médiatiques locales dans des conditions de détention réputées aussi mortelles, le groupe armé envoie une onde de choc à tous les autres journalistes, aux activistes et même aux simples citoyens munis de smartphones qui sont restés en ville. Le message implicite, il est sans appel. C'est tout. Regardez bien la vallée de la mort. Voici ce qui arrive à ceux qui osent documenter nos actions. Taisez-vous. C'est l'étouffement préventif et systématique de tout espace civique et médiatique. Et c'est précisément là, je trouve, que l'histoire prend une tournure vraiment passionnante. Sur la façon dont l'investigation moderne arrive à contourner ces murs de silence. Parce que malgré les menaces de mort, malgré ces fameuses boîtes en métal scellées sans aucune fenêtre, et malgré toute cette terreur instaurée dans les rues de Goma, les faits ont fini par percer. Oui, la vérité finit par sortir. La vérité est sortie. Et ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. L'une des autrices de l'enquête, Haïfam Zalouat, qui est responsable du bureau Afrique du Nord de RSF, elle a détaillé la méthodologie derrière ce rapport dans les colonnes du Monde. Ouais, une méthodologie très rigoureuse. Et on se rend compte que ce n'est pas juste une compilation de rumeurs ou de petits récits isolés. L'ONG a mis en place un processus de vérification croisée.
Une fusion, je dirais, assez remarquable entre le courage humain d'un côté et la technologie de pointe de l'autre. C'est clair que c'est l'évolution majeure et même indispensable du journalisme d'investigation quand on travaille sur une zone de conflit totalement verrouillée. Comment ça se passait avant, du coup? Historiquement, face à des allégations de centres de torture secrets, une farce occupante pouvait se contenter de nier en bloc. Il disait simplement « c'est de la propagande ennemie, nous n'avons aucun conteneur dans notre cour, circulez ». Ouais, parole contre parole, quoi. Voilà. Et face à ça, la parole d'un survivant traumatisé contre le démenti très formel d'une armée bien organisée, ça peine parfois à s'imposer comme une vérité factuelle absolue sur la scène internationale. Hmm. Mais la méthodologie employée par RSF ici, elle vient briser ce cycle du démenti en utilisant une double validation qui est juste implacable. Et ça, c'est fascinant. D'un côté, donc, il y a la donnée humaine, vraiment viscérale, la collecte des témoignages directs auprès des survivants. Mhm. Ces gens qui ont vécu l'enfer de l'intérieur, qui ont pris le risque immense de parler, de décrire ce manque d'oxygène, les températures extrêmes dont tu parlais, et surtout, l'emplacement exact de leur détention. Et pour prouver que ces survivants disent la vérité matérielle sur la localisation de leur supplice, eh bien les enquêteurs ont mobilisé une preuve technologique qui est totalement déconnectée des interférences au sol. C'est ça, l'imagerie spatiale de haute résolution. Les images satellites, oui. Et le contraste entre ces deux mondes, je le trouve saisissant, presque irréel. Parce que d'un côté, on observe une force d'occupation qui déploie une méthode de répression qu'on pourrait qualifier de brutalité low-tech. Ouais, une vieille boîte de transport maritime en métal rouillé posée à même le sol. C'est primitif. C'est basique. Et de l'autre côté, pour contrer cette brutalité sourde, les organisations non gouvernementales ripostent avec une technologie high-tech orbitale. Des satellites qui évoluent à des centaines de kilomètres au-dessus de l'atmosphère terrestre et qui sont capables de braquer leurs capteurs optiques, mais avec une précision folle, directement sur la cour intérieure de l'Assemblée provinciale de Goma. Et la preuve satellitaire, elle fonctionne ici comme l'ancrage objectif parfait. Elle vient solidifier la source humaine. En pratique, ça se passe comment ? Les analystes de RSF recueillent le récit d'un témoin qui affirme avoir été enfermé dans un container maritime au cœur du complexe administratif, disons, en février. Ok. L'ONG commande, ou bien récupère, l'imagerie spatiale de la zone correspondant très exactement à cette fenêtre temporelle. Mhm. Et l'analyse des clichés, elle permet d'établir une chronologie qui est indiscutable. Sur une image prise avant la capture de la ville, en janvier 2025, La cour est vide, j'imagine? la cour est totalement vide. Et sur une image prise après la capture, les lourdes structures rectangulaires métalliques apparaissent soudainement, exactement à l'endroit indiqué par les victimes. C'est imparable. L'apparition de cette géométrie parfaite vue du ciel, ça ferme immédiatement la porte à toute tentative de négationnisme de la part du M23. C'est vraiment une synergie redoutable. On se rend compte que l'œil posté dans l'espace vient corroborer, de façon irréfutable, la voix qui chuchotait depuis l'intérieur du conteneur. C'est une belle façon de le formuler. C'est fou de se dire qu'une information aussi cruciale, tu vois, qui concerne des actes de torture perpétrés sous des toits d'acier super épais, dans l'obscurité la plus absolue pour que personne ne voit rien, elle est finalement mise en lumière par des objectifs qui volent dans l'espace. Les bourreaux verrouillent les portes au niveau de la rue, et les journalistes d'investigation documentent le crime en regardant par-dessus les murs, depuis le ciel. Et cette complémentarité, elle est non seulement fascinante, mais elle est surtout vitale. Pourquoi vital ? Parce que la technologie orbitale, à elle seule, elle est complètement silencieuse sur le drame humain. Ah bien sûr. L'image ne dit pas ce qu'il y a dedans. Exactement. Une image satellite très haute définition d'un container dans une cour, au final, ça ne montre qu'un bloc de métal inanimé. Ouais. Sans le contexte humain, ça pourrait très bien être du stockage d'armes, du matériel de construction, ou je sais pas, des rations alimentaires pour l'armée. C'est vrai. C'est uniquement parce que des journalistes locaux ont pris des risques inouïs et parce que des témoins courageux ont décidé de rompre le silence en parlant aux enquêteurs de RSF. Que ce banal bloc de métal, visible sur l'image satellite, prend son sens véritable et macabre de vallée de la mort. La technologie géospatiale, elle vient corroborer l'existence de l'objet, mais c'est l'humain, par la parole, qui qualifie le crime. C'est très juste. En rassemblant toutes les strates de cette mécanique que l'on vient de décortiquer, on prend vraiment la pleine mesure de ce qui s'est mis en place à Goma après cette bascule de janvier 2025. Tout à fait. On assiste à la trajectoire d'un groupe armé qui cherche à asseoir sa domination sur un point clé de la carte, non seulement par la force militaire face aux soldats réguliers, mais en imposant une violence psychologique et symbolique inouïe.
Le détournement de l'Assemblée provinciale, ce symbole cardinal du pouvoir civil, c'est vraiment le premier acte de cette tragédie institutionnelle. Et le deuxième acte, lui, il se joue dans l'horreur confinée des containers. Ouais, Une architecture de la dégradation humaine systématique, aveugle, asphyxiante. Une architecture qui vise très spécifiquement à écraser la résistance et à punir toute voix dissidente. et particulièrement celle de la presse. Oui, celle de la presse qui s'efforce de documenter la réalité cruelle de l'occupation. Et ce que révèle la persévérance absolue de cette enquête de Reporters sans frontières, dont le monde se fait d'écho, ce n'est donc pas uniquement la cartographie d'une souffrance locale. Non, c'est bien plus large. C'est une démonstration éclatante et très concrète de l'importance vitale du journalisme. Sans cette ténacité pour croiser les témoignages du terrain avec l'imagerie spatiale, l'existence même de ces prisons d'acier serait restée un secret terrifiant. Un secret confiné au seul murmure de la population de Goma. Le travail d'investigation, il a littéralement permis de transpercer le métal. C'est pour ça que le journalisme indépendant et la documentation factuelle en zone de conflit, ça constitue une bataille perpétuelle contre l'invisibilité. Ouais, clairement. Leur rôle, en fait, c'est d'empêcher la création de ces huis clos que toute force d'occupation cherche naturellement à imposer. Pour ne pas avoir de compte à rendre. Exactement. Et en transformant des disparitions silencieuses et des rumeurs locales en faits avérés et surtout technologiquement prouvés sur la scène internationale, ce type de rapport modifie fondamentalement la donne. Mhm. Il crée des archives de preuves qui, à long terme, pourraient rendre les responsables de ces actes justiciables. Et cette réalité factuelle, exposée au grand jour, elle ouvre une réflexion vertigineuse, je trouve, pour clore notre analyse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, quand on prend conscience de la puissance de cette alliance, tu vois, entre le courage du témoignage humain d'un côté et la précision millimétrique de la technologie satellite de l'autre, pour exposer ce qui est volontairement enfoui et muré au cœur d'une ville occupée, on est inexorablement poussé à s'interroger sur l'étendue du monde invisible. Ah oui, je vois très bien. Quiconque écoute ça peut se demander si l'analyse minutieuse de quelques pixels sur une image satellite permet de révéler cette architecture de la torture en pleine ville à Goma, combien d'autres cours intérieures, combien de camps de détention à ciel ouvert ou de vallées de la mort parfaitement silencieuses depuis la rue attendent simplement que l'on pointe un objectif depuis l'espace dans la bonne direction pour que leur existence éclate enfin aux yeux du monde. C'est une perspective qui bouleverse complètement notre compréhension du secret en temps de guerre. Complètement. Parce que la preuve de l'indicible, elle est souvent là gravée en temps réel, quelque part au-dessus de nos têtes. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de